Donc nous allons appeler le dernier intervenant, le professeur Pony. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord remercier, bien sûr, le secrétaire exécutif du CRDOLA. Je voudrais, mesdames et messieurs, parler du thème que je propose, c'est-à-dire la place de l'Afrique dans la gouvernance communicationnelle mondiale, les raisons d'une asymétrie. Et je voudrais le faire en 3 temps. D'abord, premièrement, parler des structures de la gouvernance mondiale, mais pas tout à fait des structures telles que nous les voyons ou telles que nous les entendons généralement. Je voudrais laisser de côté ces structures habituelles et explorer d'autres territoires. Dans un deuxième temps, nous parlerons du contenu, le contenu du message communicationnel qui a tendance à, entre guillemets, marginaliser l'Afrique. En le faisant, je voudrais surtout expliquer pourquoi on a intérêt à présenter une Afrique supposément marginale. Tout ceci est bel et bien explicable. Il faut aujourd'hui que les Africains tentent d'aller au-delà de la lamentation. Il y a des raisons qui expliquent pourquoi l'Afrique est traitée comme elle l'est dans la communication internationale. Et ces raisons, je vais tenter de les présenter. Et enfin, dans une troisième articulation, nous allons esquisser quelques pistes pour voir comment est-ce que cette asymétrie peut être corrigée. Je n'ai pas dit renversée, je dis corrigée. Et pour cela, je vais tenter de dire que la balle est dans notre camp, contrairement à notre habitude qui consiste à penser qu'elle est toujours dans le camp de l'autre et que notre sort est toujours dans le camp de notre vis-à-vis. Commençons donc rapidement par les structures de la gouvernance communicationnelle mondiale et la place de l'Afrique dans celle-ci. On peut dire de manière générale que si on prend les masses médias planétaires, tels que la BBC, tels que RFI, tels que VOA, pour ne prendre que ces trois-là, eh bien, on va remarquer que ces structures ne relèvent pas de la communication. Elles relèvent bel et bien de la diplomatie. Les journalistes de RFI ne sont pas payés par le ministère français de la Communication. Ils sont payés par le Quai d'Orsay. Je parle devant un diplomate de métier qui peut me corriger si cela n'est pas vrai. Les journalistes de la Voice of America ne sont pas payés par le département de l'information américain, mais bel et bien par le département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, comme on dit là-bas, ou comme nous disons ici, le ministère des Relations extérieures. Même chose pour la BBC, qui a un statut original et spécial. La BBC ne rend des comptes à personne. Elle a un statut autonome. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous appelons abusivement organes de communication. En réalité, c'est des organes qui ont des agendas bien précis. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ces structures, c'est qu'il faut aller au-delà des organes de communication, je dirais, classiques, pour regarder ces organes qui créent la communication et qui créent le sens dans lequel on doit penser. Et quand vous prenez les États-Unis d'Amérique, ce sont les think tanks. Il y a 3700 think tanks aux États-Unis, c'est-à-dire des boîtes à produire des idées, mais des idées opérationnelles et utilisables dans le sens de la prise de décision. Il ne s'agit pas d'idées philosophiques et métaphysiques, non. C'est des idées qui doivent être utilisées par les décideurs, les decision makers. Et donc, ce sont dans ces think tanks qu'il faut regarder les tendances qui vont être celles qui vont être utilisées pour maîtriser la marche du monde. Nous, en général, on accorde
aucune importance en tant qu'Africain à, je dis ça de manière vraiment générale, peut-être c'est trop dire, on n'accorde pas d'importance à l'investissement dans la pensée. Or, c'est précisément là que tout se passe. Et dans le cas précis, ces think tanks pour les États-Unis, parce que c'est le pays où ce phénomène est le mieux détaillé, ces think tanks ne sont jamais neutres. Quand les démocrates sont au pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, ils demandent des pensées qui viennent d'un certain type de think tanks, tels que, par exemple, le Foreign Relations Council, qui se trouve à New York, le Smithsonian Institution. Quand ce sont les républicains, il ne leur vient jamais à l'idée de se tourner vers ces think tanks, dont ils se méfient de la philosophie générale. Ils vont plutôt se tourner vers la Hoover Institution, qui se trouve à Stanford, en Californie. Tout cela n'est pas innocent. Ils produisent une pensée dans une structure bien établie. Et c'est cette pensée qui est relayée à travers le monde et qui nous revient sous forme de diktat. On dit, ah, c'est comme ça, on ne peut rien, c'est la vérité de la balise, etc. Troisième structure qu'il faut regarder de très près, celle du Conseil dit de sécurité des Nations Unies. Eh bien, quand vous regardez bien, vous vous apercevez que, en termes de circulation d'armes, 80% des armes qui circulent dans le monde viennent des pays, des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Je répète, 80% des armes qui circulent dans le monde viennent des pays, des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Entendons-nous bien. Jean-Emmanuel Conti n'est pas en train de dire que ce sont ces pays-là qui financent le trafic d'armes. Non. Mais ces pays sont de nationalité de ceux qui siègent au Conseil de sécurité. À la fois, on nous parle de paix, mais en même temps, on vit de la plus grande industrie au monde, c'est-à-dire l'industrie de l'armement. La question, c'est de qui se moque-t-on? Ayant dit cela, il y a encore d'autres structures qui produisent une pensée qui a trait à l'Afrique. Naturellement, l'UNESCO se bat pour qu'il y ait la diversité, se bat pour qu'il y ait une approche plurielle du monde. Mais n'oublions pas que ça n'a pas très longtemps, car ce n'est que dans les années 1970 qu'on a parlé d'une histoire générale de l'Afrique, pas avant. Pas avant. Et d'ailleurs, notre vénérable Amadou Martambo l'a payé de son fauteuil, précisément parce qu'il a osé poser un acte considéré, même dans ce forum, comme difficilement acceptable. Donc, on se pose quand même des questions. Pour moi, je pense que ce sont ces structures-là qui, en réalité, structurent également notre pensée de l'Afrique. Maintenant, passons dans une deuxième partie qui est le contenu. Quel est le contenu de cette communication mondiale sur l'Afrique? Et quand on regarde de très près, on se rend compte d'un certain nombre de points. Premièrement, l'Afrique est toujours montrée, présentée, avec d'ailleurs la balle de beaucoup d'Africains qui ne questionnent jamais ce point, comme un continent marginalisé. La question c'est, pouvez-vous être marginal par rapport à vous-même? Sur le plan géographique, c'est impossible. Sur le plan physique, ce n'est pas possible. Si vous êtes vous-même, vous ne pouvez pas être marginal par rapport à vous-même, et pourtant nous acceptons cela comme une évidence qui ne l'est pas du tout. Donc, le contenu, c'est de montrer que l'Afrique est un continent atypique, quelque part bizarroïde, en réalité étrange. Ce n'est pas un hasard.
Ce n'est pas un hasard, c'est une construction qui s'explique très bien. Qui s'explique très bien pourquoi? Parce que plus on montre que l'Afrique n'est pas capable de maîtriser son propre destin, plus on légitime l'intrusion en Afrique des non-africains. C'est ça. L'idée, c'est de dire, après tout, c'est de grands enfants. Donc, quand nous arrivons, nous les aidons à être des adultes. C'est ça le fond de la pensée. Et c'est la raison pour laquelle nous acceptons, d'ailleurs nous exigeons pendant toutes les élections la présence des observateurs étrangers. Nous exigeons cela comme gage de la crédibilité de celle-ci. Je pense que si vous emmenez un pareil propos en Chine, on va vous cracher sur la figure. Si vous allez en Europe dire ça, malgré le fait qu'aux États-Unis, on a vu en Floride, pendant les élections présidentielles, qu'il y avait les mêmes problèmes ici, mais on n'a jamais parlé des observateurs internationaux. Mais quand on amène les observateurs internationaux, en toile de fond, quel est le message? C'est que nous ne sommes pas réellement des adultes. C'est ça, en toile de fond. Il faut que nous comprenions bien cela. Et c'est cette infantilisation de l'Afrique qui est la norme. Malheureusement, nous avons accepté cela comme étant quelque chose qui est de moins en moins discutable. Il faut justement que nous contestions cela. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique est maintenue, malgré tout ce qu'on dit, dans cet état d'infantilisation et d'infériorisation? Il y a une raison très simple à ça. La raison, c'est que, et ça va dans le contenu, c'est qu'en fait, nous devons comprendre que l'industrie de l'armement est une industrie développante pour l'Occident. Je dis bien développante. Nous sommes les seuls au monde à penser que le conflit armé n'est que mauvais, malgré les évidences tout à fait contraires. Mais, mesdames et messieurs, regardons l'histoire de l'Occident. C'est l'histoire des guerres. La bataille de je sais pas, la bataille de Waterloo. C'est ça l'histoire de l'Europe. C'est pas autre chose. Donc ça veut dire que le repère historique acceptable d'accepter, c'est précisément le clash, la guerre et la rupture. C'est ça. Nous avons, nous, notre raisonnement. Nous, c'est les exemples. Telle chose s'est passée pendant la saison d'été, la saison de pluie, la saison de sèche, etc. Mais eux, c'est la bataille. Je répète que nous sommes les seuls à penser que la guerre ne peut être que mauvaise. L'évidence contraire est plutôt ce qu'il y a accrédité dans le contexte occidental. Quand nous prenons les avancées technologiques de l'Occident, qu'est-ce que nous remarquons? Elles sont toutes liées à la recherche et développement des forces. Toutes. Allons-y. Le TSF, téléphone sans fil, c'était pourquoi? Pour que les troupes sur le terrain d'opération puissent communiquer. C'est comme ça que le téléphone est arrivé. Quand vous prenez l'infrarouge n'était pas du tout à usage médical, pas du tout. L'infrarouge, c'était pour pouvoir détecter le mouvement des troupes dans la nuit sur les champs d'opération. Quand vous prenez le supersonique et le subsonique, ce n'était pas pour transporter des passagers, vous et moi, non. C'était pour que les bombardiers puissent déverser la cargaison et partir rapidement sans être détectés par les radars. Voilà pourquoi on a créé la technologie du supersonique et du subsonique, c'est-à-dire au-dessous de la vitesse du son. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces avancées ont été bénéfiques à l'économie civile de l'Occident, incontestablement. Et le tout dernier, dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'Internet. En 1974, quand Vincent Cerf, quand on lui demande de sécuriser le commerce, c'est-à-dire les conversations entre les ordinateurs amis, c'est-à-dire de l'Occident, et de